lui aurait déclaré « Nous sommes bien d'accord, monsieur Hawking, ce qu'il y a avant le Big Bang, c'est pour vous. Ce qu'il y a après le Big Bang, c'est pour vous. Et ce qu'il y a avant, c'est pour nous. » Alors cette anecdote, qu'elle soit vraie ou fausse, peu importe finalement, parce qu'elle a le mérite d'illustrer le fait que la question de l'origine est souvent pensée, ou en tout cas présentée, comme une zone de concurrence sourde et même de conflit ouvert entre la science et la religion, qui serait là en lutte pour la préséance. Et mon propos va consister à essayer de vous montrer que ce conflit entre la science et la religion, à propos de l'origine, n'a pas de raison d'être, non pas parce que la science et la religion seraient d'accord entre elles, non pas non plus parce que la religion aurait raison contre la science ou la science contre la religion, mais tout simplement parce que la question de l'origine, lorsqu'on la prend au sérieux, et lorsqu'on prend le mot origine dans un sens radical, est une question qui est sans doute trop grande pour nous. Et avant de l'aborder, il faut questionner la question, comme le dit Michel Meyer, dont Roger Poldroit hier fait un très beau tableau dans Le Monde des Livres, c'est-à-dire procéder à propos de cette question à une problématologie qui dise de quoi il est question au juste. Alors sur les courbes par lesquelles, sur les graphiques, sur les diagrammes, nous représentons le temps par une ligne qui est toujours une droite, dont la direction est marquée par une petite flèche. Cette figuration ne signifie pas que cette ligne soit vraiment rectiligne, que le temps avance droit devant sans jamais s'accorder le moindre virage. Elle constitue plutôt une traduction symbolique du fait que nous considérons que le temps est continu, qu'il ne passe pas deux fois par le même instant, et que tous ces instants ont des statuts rigoureusement identiques. C'est-à-dire que tous les instants du temps ont le même statut, et notamment les lois physiques sont les mêmes, s'expriment de la même façon à tous les instants du temps, et c'est la raison pour laquelle, dans nos équations, et les élèves de terminale qui sont ici le savent déjà, le paramètre t que nous faisons figurer dans les équations ne dépend pas lui-même du temps. Le temps ne change pas sa façon d'être le temps au cours du temps. Or, par définition, une droite est infinie. Celle du temps l'est-elle? En d'autres termes, la ligne du temps est-elle infinie dans le passé aussi bien que dans le futur? Est-ce qu'elle ne serait pas plutôt une demi-droite, avec une origine, ou si on préfère un premier point, un premier instant? Et si oui, ce premier instant nous est-il concevable? Sommes-nous en mesure de le décrire, de le penser, de raconter d'où il vient? Alors les physiciens, plutôt les philosophes, les métaphysiciens, les théologiens, n'ont pas manqué de disserter à propos de ces questions. Avec les questions d'origine, ils sont de toute façon toujours à leur affaire, car la question d'origine est féconde en controverse. Et la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est est-ce que les hommes de science, notamment les physiciens, auraient quelque chose à dire sur cet instant vient? Alors pour le savoir, le mieux est d'écouter les scientifiques lorsqu'on les interroge d'une façon générale sur l'origine, ou sur la création. Alors ça peut être du temps, de l'univers, de la matière, de la vie, de l'homme, de la conscience, peu importe. Certains, quand on les interroge, disent des choses qui laissent penser que la science serait récemment devenue capable d'envisager la façon dont les choses ont effectivement accédé à l'existence. Et la question qu'on va poser, c'est est-ce qu'en parlant ainsi, ils font preuve d'arrogance, ou est-ce que finalement, ils ne font que traduire en mots ce que leur propre recherche dévoile, sans aucune arrogance? Alors, les arguments qu'ils ont à faire valoir sont de deux types, et ils méritent d'être cités. Le premier argument, c'est que toutes les disciplines scientifiques, au XIXe siècle et surtout au XXe siècle, ont pris acte du fait que les objets qu'elles étudient n'ont pas toujours été comme nous voyons qu'ils sont. Il n'y avait pas d'atomes dans l'univers primordial, seulement des particules élémentaires furieusement agitées. La Terre n'a pas toujours existé, et l'homme n'a pas toujours été présent. Les étoiles ne sont pas immuables, elles sont apparues, elles durent un certain temps, puis elles disparaissent. Et c'est ainsi que, peu à peu,
l'idée d'évolution s'est imposée dans notre façon de comprendre l'ensemble des structurations qui sont observables dans le monde, et les jalons les plus importants de cette prise de conscience sont évidemment bien connus. Il y a d'abord la théorie de Darwin, qui est la théorie de la sélection naturelle, la découverte de l'expansion de l'univers en 1929, et puis les modèles de Big Bang enfin, dont Jean-Pierre nous parlera tout à l'heure. Donc nous savons désormais que non seulement l'univers est une maison évolutive, sa taille, sa température, sa densité ont considérablement varié au cours du temps, mais nous savons aussi que la plupart des objets structurés qu'on y trouve ont une histoire. Et cette histoire nous est connue par l'astrophysique, qui utilise la lumière pour obtenir des renseignements sur le lointain, donc sur le passé. Et lorsqu'on veut s'intéresser à des périodes au cours desquelles la lumière était encore emprisonnée dans la matière, donc des périodes antérieures à la libération du rayonnement cosmologique, eh bien, les renseignements nous viennent de la physique des particules, notamment de grosses expériences comme celle qui va démarrer à Genève dès que le lâcher voudra bien cesser d'être en panne. On va faire des collisions de protons à haute énergie, et dans ces collisions, la densité d'énergie qui sera atteinte dans un tout petit volume pendant une durée très brève sera la même que celle de l'univers primordial. Et comme les lois physiques n'ont pas changé au cours du temps, nous verrons apparaître dans le présent les phénomènes physiques qui avaient lieu il y a 13,7 milliards d'années. Donc c'est pas une machine à remonter le temps, c'est juste une cure de jouvence pour l'univers qui, localement, peut revivre des phénomènes physiques qu'il connaissait dans ses phases les plus anciennes. Et le résultat de tout cela, donc astrophysique, physique des particules, mais aussi chimie, physique nucléaire, etc., qui en l'occurrence mutualisent leurs connaissances, la cosmologie contemporaine est parvenue à décrire l'univers à rebrousse-temps jusqu'à atteindre une description de sa phase primordiale. Alors on sait que la matière et l'antimatière étaient également présentes au début, mais que la matière l'a emporté sur l'antimatière, par des mécanismes qui ne sont pas tout à fait clairs aujourd'hui. Et vous avez entendu que le prix Nobel 2008 a été donné à des physiciens qui ont proposé ce concept de brisure spontanée de symétrie pour expliquer ce type de phénomène. Quand une situation qui au départ est symétrique, elle évolue vers une situation qui l'est moins, il y a quelque chose qui se passe et qui pourrait relever de ce genre de mécanisme. Et puis, comme je l'ai dit, la lumière s'est séparée de la lumière, de sorte que l'univers est devenu transparent à sa propre lumière et la matière est devenue libre de se structurer. Sont nées alors les étoiles, les galaxies et toutes les formes célestes qui peuplent le ciel nocturne. Et on a pu ainsi décliner ce que j'appellerais des liens génétiques. On a compris que les étoiles sont les mères des atomes. Enfin, la plupart des atomes. Les atomes les plus lourds sont formés dans les étoiles ou au cours des explosions d'étoiles. On sait aussi que les étoiles ont pour ancêtre des nuages de poussière, dont la matière, les particules si vous préférez, provient des phases les plus chaudes et les plus anciennes de l'univers. Ainsi, on a pu reconnaître, décrire même assez précisément, des filiations entre différentes sortes d'objets ou de phénomènes. Et donc, on a pu reconstruire une sorte de continuité qui va des particules élémentaires de l'univers primordial jusqu'aux structures que nous observons aujourd'hui. Et le fait que les scientifiques aient pu mettre en évidence un foisonnement de filiations les encourage à chercher un début à l'histoire. Et à prétendre, et c'est le cas de certains d'entre eux, qu'ils sont sur le point de trouver ce début. Voilà le premier argument, qui est assez spectaculaire en fait, si on le compare à ce qu'on disait de l'univers il y a un siècle. L'univers était considéré comme statique, comme invariable, etc. Et on voit le changement qui s'est produit au cours du XXe. Le deuxième argument, tout aussi décisif, c'est qu'au XXe siècle, on a considérablement perfectionné les méthodes de datation. Qu'il s'agisse de méthodes de datation relatives, c'est-à-dire qu'on met en évidence des contemporanéités entre différents phénomènes, sans pouvoir les dater précisément, mais on dit qu'ils ont eu lieu en même temps, ou bien des datations absolues, on donne des âges ou des anciennetés qui sont parfaitement mesurées grâce à des techniques radioactives le plus souvent, et grâce à ces différentes
technique, justement, la conscience que toute chose présente dans l'univers a un âge s'est trouvée renforcée, et le questionnement autour du commencement a gagné du terrain. Parce qu'on dit finalement, si les choses ont un âge, c'est qu'elles ont un commencement, elles sont nées, et il faut donc bien que Genèse se passe. Et là où on ne voyait que du permanent ou de la variable, il y a encore un siècle, la datation a révélé des productions historiques, mais aussi des disparitions définitives des dinosaures, dont elle précise les époques par des nombres incontestés. Et donc, c'est dans le prolongement de tous ces résultats qui sont très spectaculaires, qui sont même extraordinaires si on y réfléchit bien, qu'on se persuade, peut-être un peu trop vite, que les sciences sont devenues capables de se saisir l'origine même des choses. Et l'on ne concède plus que du bout des lèvres que les questions d'origine puissent conserver quelque chose de leurs anciennes amarres métaphysiques. Mais, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans les 10 minutes qui viennent, il me semble qu'une certaine prudence, une certaine modestie s'impose. Parce que lorsqu'on écoute attentivement les scientifiques qui prétendent disserter sur l'origine de telle ou telle chose, on découvre assez vite qu'il n'est jamais question dans leurs propos de Genèse proprement dite. Ils parlent surtout, et en fait seulement, de généalogie, de métamorphose, de structuration, à partir de constituants élémentaires qui deviennent peu à peu des systèmes de plus en plus complexes. Alors je ne vais pas prendre l'exemple des modèles de Big Bang dont va parler Jean-Pierre, mais on voit bien qu'on arrive comme ça à décrire comment les processus que j'ai rapidement évoqués tout à l'heure se succèdent dans le temps. Et on a compris par exemple comment les atomes, du premier jusqu'au dernier, se fabriquent dans les étoiles. Et donc leur généalogie a été parfaitement déterminée. Et tous ces résultats ont obligé la physique, après la biologie, à intégrer la dimension de l'historicité. Est-ce qu'elle nous renseigne pour autant sur l'origine proprement dite de l'univers? Eh bien, je ne pense pas, pour la raison suivante. Le fait de décrire un commencement, ça n'est pas la même chose que mettre au jour son origine. Parce que pour mettre au jour son origine, il faudrait pouvoir saisir ce qui l'a déclenché. De la même manière, décliner une généalogie ne revient pas à dévoiler sa genèse ou sa source. Mesurer un âge n'est pas la même chose que révéler un processus de création. Et d'ailleurs, si l'on ne s'en tient qu'au fait, on est obligé de constater que les sciences ne saisissent jamais que des origines relatives, c'est-à-dire des dates de commencement ou des contextes de première apparition, contextes où se trouvent rassemblés les déterminismes ou les causes explicatives de ces premières apparitions. Autrement dit, quand on raconte une origine, on le fait toujours en mettant en scène quelque chose qui a précédé l'apparition de la chose dont on prétend décrire l'origine. Mais ces mêmes sciences continuent de rencontrer de terribles difficultés avec la notion d'origine prise dans son sens absolu, c'est-à-dire considérée comme une création ex nihilo, comme le passage du non-être, il n'y a absolument rien, à l'être, il y a quelque chose. Et de fait, nous ne savons rien par la science de l'origine proprement dite de l'univers, rien non plus de celle du temps, qu'on prenne le terme origine dans sa signification chronologique ou causale. Même si pour le temps, on n'a pas le temps d'en parler, il faudrait nuancer un petit peu. Il y a des théories aujourd'hui qui essaient de montrer comment le temps, en fait, est une propriété qui émerge au-dessus d'un inframonde sans espace et temps, où il y aurait simplement des événements causalement reliés. Donc là, on pourrait dire qu'on comprend d'où vient le temps, au sens où il émergerait d'un monde plus fondamental que lui, dont il ne manifesterait que des propriétés finalement secondaires. Alors pourquoi est-ce que la science, néanmoins, n'arrive pas à saisir l'origine dans son sens absolu, c'est-à-dire le passage du néant à l'être? C'est tout simplement que, pour se construire, elle a besoin d'un déjà là, autrement dit d'un point de départ explicite. Ce point de départ, ça peut être un principe, ça peut être un ensemble de lois, ça peut être des objets, on peut dire au départ il y avait des électrons, etc. Or, l'origine absolue, par définition,
ne fait pas partie du déjà là, puisqu'elle correspond à l'émergence d'une chose première en l'absence de toute autre chose. Rien n'est encore, absolument rien, ni espace, ni temps, ni matière, ni loi physique, puis soudain quelque chose advient. Comment la science pourrait-elle donner un statut à une telle singularité, à une telle transition? Personne ne le sait, et c'est pourquoi la question de l'origine absolue, donc de la création, demeure une question sans réponse, ou si l'on préfère une question d'ordre métaphysique, au moins aussi métaphysique que la question que posait Leibniz, à savoir pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Autrement dit, si on voulait vraiment décrire l'origine de l'univers, il faudrait expliciter comment il a pu émerger de quelque chose qui n'était pas un univers, ou du moins de quelque chose qui n'était pas déjà quelque chose. De la même façon, parler de l'origine du temps proprement dite devrait nous conduire à situer le temps dans une sorte de non-temps, c'est-à-dire à le localiser hors de lui-même, hors du temps tel que nous le concevons. Et même si un jour, si les recherches dont je viens de vous parler aboutissaient, même si on arrivait à comprendre comment le temps émerge d'un arrière-monde qui ne le contient pas, il resterait encore à expliquer d'où vient cet arrière-monde à la racine du temps. Autrement dit, et ça sera ma conclusion compte tenu du temps qui passe, c'est que... il y a du temps ? Il y a tout le temps. Et c'est du vrai temps, c'est pas... Vrai temps, intense. Alors, ce que je viens de dire me semble valoir également pour les modèles de pré-Big Bang dont sans doute va nous parler Gabriel tout à l'heure. Ce sont des modèles qui tentent de décrire la phase hypothétique qui aurait précédé l'expansion de l'univers, c'est-à-dire la phase antérieure à ce que nous appelons le Big Bang. Alors il y a différentes versions de ces modèles, je ne vais pas les décrire puisque j'en serais incapable, mais l'idée sur laquelle elles s'appuient toutes est qu'avant le Big Bang, l'univers aurait connu une évolution symétrique de celle qu'il a eue après le Big Bang, et au cours de cette phase de pré-Big Bang, la densité de matière, au lieu de décroître comme dans l'univers actuel, devient de plus en plus élevée, la température augmente, tandis que les dimensions de l'univers diminuent, jusqu'à ce que la densité d'énergie et la température atteignent les valeurs maximales permises par la théorie des cordes, par exemple, et à ce moment-là, l'univers rebondit sur lui-même. Au lieu de se contracter, il se dilate, et toutes les grandeurs qui augmentaient se mettent à décroître, et vice-versa. Et ce phénomène de renversement, le moment de ce renversement, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Et donc, dans ces modèles, l'univers antérieur au Big Bang peut être vu comme une sorte d'image miroir de l'univers postérieur au Big Bang, qui lui-même n'est plus qu'une transition entre deux phases distinctes de l'univers. Et ces théories qui permettent de donner corps à l'idée d'un univers qui aurait précédé notre univers actuel sont intéressantes de ce point de vue-là. Mais elles ne parviennent à le faire qu'en mettant en place de nouvelles notions qui, loin de répondre à la question de l'origine, ne font que l'évacuer, la déplacer ou la démultiplier. Qu'y avait-il donc avant cet univers d'avant le Big Bang? Et encore avant? Et comment est apparu l'univers antérieur à notre univers actuel? Autrement dit, la question du début est une question sans fin. Car même si de futures lois physiques, et on peut penser à la théorie des cordes, nous permettaient un jour de décrire l'origine du temps ou celle de l'univers, nous nous demanderions aussitôt qu'est-ce qui est à l'origine de ces lois et à l'origine de ces lois, etc., etc. Et donc, d'une façon générale, les théories scientifiques, à défaut de pouvoir rendre compte du passage du néant à l'être, invoquent toujours, de façon implicite, une cuisse de Jupiter, constituée des ingrédients préalables dont il faut disposer pour comprendre l'origine en question. Ça peut être le vide quantique gorgé de particules virtuelles, ça peut être l'explosion d'un trou noir primordial, ça peut être un réseau de points hors du temps mais causalement reliés, ça peut être une brane, comme on dit, qui flotterait à proximité d'une autre dans un espace de plus de 4 dimensions, ça peut être beaucoup d'autres choses. L'important, c'est de noter qu'il est toujours question de quelque chose.
et jamais de rien. Du coup, le commencement qu'on prétendait saisir n'est plus un commencement ex nihilo. Et en tant que conséquence de ce qui l'a précédé, ce commencement constitue en fait un achèvement. L'origine qu'on décrit achève tout simplement le processus qui l'a précédé. Et donc tout se passe comme si l'on ne pouvait raconter une création qu'en ajoutant au processus de création en question sa propre antériorité. Tout commencement, loin d'être un fondement, demande à être lui-même fondé en une sorte de régression du conditionné à sa condition. Dès lors, pour progresser, et ce sera ma conclusion, il n'y a que deux possibilités. Soit on invoque une cause première, c'est-à-dire une cause qui n'a pas à être elle-même fondée, une cause qui soit cause d'elle-même en quelque sorte. Dieu est un bon exemple. On ne se demande jamais d'où vient Dieu. Soit, au contraire, invoquer à chaque nouveau pas une nouvelle cuisse de Jupiter, puis une autre, et ainsi de suite, sans jamais mettre la main, si j'ose dire, sur la cuisse originelle, sur la mère de toutes les cuisses. Donc, ma conclusion, c'est comme un match de football, c'est Stephen Hawking, Jean-Paul II, un but partout, la balle au sol.